Leçon 2. J'aime les dirigeants qui veulent sauver le monde. J'ai pris l'option d'aller à l'université. Alors, à nouveau, comme ça fait 20 ans que j'ai 27 ans, à l'époque, à l'université, en tout cas dans mon environnement, était quelque chose d'un peu surprenant. On allait plutôt en classe prépa pour faire des grandes écoles. Et moi, j'ai dit non, moi je veux aller à l'université. Donc je suis partie à Jussieu. Et ça a été absolument génial. Donc je suis partie faire une fac de biologie. Je suis arrivée dans l'amphi j'ai oublié le nom du prof qui nous a accueillis ce jour-là, mais qui a dit, écoutez, vous êtes 600 dans l'amphi, il y en a 1% qui va faire une thèse, et les autres, vous finirez prof. Alors, je suis dit, ok, sympa. Ça donne envie. Je dis, bon, déjà, je vais essayer de faire partie des 1%. Et puis surtout, pour les autres, j'espère que s'ils deviennent profs, ils auront surtout une vocation et qu'ils seront heureux et épanouis, et que ce ne sera pas vu comme étant quelque chose de négatif. Évidemment, je pense que ou en tout cas, les informations que j'ai sont très différentes. Il y a plein de gens qui sont devenus très heureux, qui sont, pour certains, profs et très épanouis, et pour d'autres, qui ont des carrières qui n'ont plus rien à voir. Et on était beaucoup plus que 6 à faire une thèse, puisqu'en plus, on a eu la chance de se suivre pendant quelques années. Mais voilà, donc j'ai démarré en biologie, en amphi, on était 600, et j'ai fini avec une thèse en neuropharmacologie, donc vraiment en sciences, un truc absolument passionnant, mais un peu restrictif à mes yeux en termes de développement personnel. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur avec des équipes de très très grande qualité à l'école normale. Je suis pas ailleurs à Paris, dans le laboratoire de gens qui étaient évidemment scientifiquement de très très haut calibre, et puis humainement absolument exceptionnel. Donc j'avoue avoir été vraiment privilégiée. Et puis la chance aussi d'avoir travaillé aux États-Unis dans quelques laboratoires de recherche qui étaient soit à Yale, soit à la Rockefeller University à New York, avec notamment un chercheur qui a eu le prix Nobel quelques mois après mon passage. Donc avoir été sensibilisée à un niveau de science d'excellence comme ça, c'était très sincèrement inespéré. Et néanmoins pas suffisamment satisfaisant. Donc après cette dimension scientifique, et comme l'avait dit Philippe Hacher, qui était donc le premier patron de ce labo à l'école normale, il mentionnait que la science était quelque chose d'important pour moi, mais que ça ne me transcendait pas. Je crois qu'il avait absolument raison. J'avais besoin de la science, mais c'était je ne m'y serais pas épanouie. Donc je suis partie en école de commerce pour m'ouvrir un petit peu le cerveau et les idées à l'extérieur. J'ai eu la chance d'y rencontrer mon mari, donc c'était plutôt tout à fait réussi d'un point de vue personnel. D'un point de vue professionnel aussi, ça m'a permis de comprendre, ou en tout cas d'envisager la façon dont le monde, et notamment l'industrie pharma, fonctionnait. Et je me suis également aperçue que c'était pas du tout l'environnement dans lequel j'avais envie de me projeter, et donc j'ai réussi à trouver un entre-deux. Donc après ce premier axe scientifique, j'ai basculé dans finalement ce monde parallèle de l'investissement, où j'ai rejoint d'abord un fonds d'investissement en tant que stagiaire, qui était à l'époque un très gros fonds international avec des bureaux en Europe et notamment à Paris. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de basculer pendant une dizaine d'années en tant qu'investisseur avant d'arriver à l'entrepreneuriat. Les objectifs poursuivis et la temporalité sont extrêmement différents quand on est dans un laboratoire de recherche, en tout cas dans ceux dans lesquels j'ai pu naviguer. Le temps n'est pas une contrainte. Le temps est un ami, et le temps fait partie. On est sur des temps longs, sur des projets pluriannuels. Quand on est dans un fonds d'investissement, pour la majeure partie d'entre eux, on a une temporalité, on a un calendrier à respecter, alors qui est certes, notamment dans la santé, reste sur des durées qui peuvent être estimées longues, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, mais on n'est quand même pas dans le même objectif. Et dans un sens, on a une vision capitaliste des choses, et dans l'autre, beaucoup plus collaborative, académique. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est vraiment un sujet. Et en même temps, il y avait une très très forte proximité sur l'intérêt
scientifique, moral finalement, et l'objectif ultime poursuivi qui est d'améliorer la santé, de développer de nouveaux produits ou de nouvelles solutions de santé qui sont poursuivis de façon très différente, mais ça reste le même objectif. C'est ce fort ancrage dans la science, en complément évidemment des considérations économiques, qui ont convaincu Julie de poursuivre sa carrière dans cet environnement pendant quelques années. Il y a eu quelques rendez-vous clés. L'un des tout premiers que j'ai fait, je crois même d'ailleurs le tout premier rendez-vous quand je suis arrivée jeune, chargée d'affaires sur mon vrai job. D'abord, j'avais eu un stage puis un CDD, donc comme tout jeune diplômé, on galère un petit peu avant de trouver un vrai job. Et une fois que j'ai eu un vrai job, le premier rendez-vous était, je visualise encore, puisqu'on en a parlé avec le directeur d'investissement de l'époque, qui était donc mon supérieur, mais il y a 3 jours, je visualise encore le bout du couloir où on arrivait dans cette salle ancienne, je vais le dire comme ça, qui méritait d'être refaite très significativement. Et on voit un porteur de projet qui nous explique qu'il va complètement sauver le monde avec une technologie issue du CNRS, mais qu'il a un truc absolument génial et que ça va révolutionner la science. Alors, je dis ok, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut le traduire en projet d'entreprise? Et ça a été la première question qui m'est venue. Et finalement, après, quand il a commencé à expliciter ce qu'il avait en tête et la vision qu'il avait, j'ai compris, ou en tout cas, j'ai commencé à entrevoir la différence entre l'idée où finalement un brevet, une propriété industrielle, un actif d'une certaine façon, et l'enjeu qu'il y avait, ou plutôt la force d'un visionnaire de projeter cet actif dans un projet d'entreprise. Et c'était probablement totalement inconscient de sa part et fou, mais il l'a fait en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je suis pas sûre de vouloir partager le nom pour pas dévoiler ça, mais la société vaut plus d'1 milliard. Il a réussi à la développer conformément à l'idée qu'il avait quand je l'ai rencontré il y a pas tout à fait 20 ans, mais presque. Et je suis très admirative de ça. Donc ça a été un premier pas. Et pareil, quelques dirigeants, presque plus que des moments en fait. C'est des gens qui ont cette vision, qui ont cette force supérieure qui les anime, qui fait qu'ils sont animés et transcendés par le projet qu'ils portent, avec tous les risques, les enjeux que ça va comporter. Mais quand ils ont ça, quand ça transpire chez eux, je trouve ça extrêmement inspirant et c'est le plaisir que j'ai, moi, travailler plutôt avec des gens comme ça au quotidien aujourd'hui. Après près de 10 ans passés dans un fonds d'investissement, Julie arrive dans le milieu de la chasse de tête. Si cette transition peut paraître surprenante de prime abord, Julie considère au contraire qu'il s'agit d'une suite très logique dans son parcours. Je pense fondamentalement qu'un investisseur, d'ailleurs comme un chasseur de tête, va privilégier certaines situations sur la base d'éléments les plus concrets possibles, en gérant les risques, que ce soit des risques d'environnement pour une prise de poste quand on recrute un cadre dirigeant, ou que ce soit les risques inhérents au développement d'un nouveau médicament ou d'un dispositif médical. On est constamment dans le pilotage du risque et donc on navigue à vue. Et donc tout l'enjeu, c'est d'avoir la bonne boussole peut-être, mais aussi de savoir quand il faut réorienter, prendre des décisions parfois un peu difficiles, et être capable de finalement adapter la situation à la réalité, à ce qui est vécu. Et ça, c'est vraiment un point commun que j'ai trouvé à ces deux activités qui pouvaient sembler extrêmement dissemblables au départ et qui en réalité sont très proches, surtout dans cet environnement santé-innovation qui est le mien. J'aime les dirigeants qui ont envie de sauver le monde. C'est un côté très très bisounours, je suis désolée parce que c'est un peu nul, mais c'est vrai.
j'ai un petit côté gloubi-boulga et qui continue encore. Quand je vois des gens qui y croient et qui ont envie, je trouve ça très touchant, inspirant. Ça génère beaucoup d'émotions. J'essaye ensuite de le processer, c'est-à-dire que quand on est investisseur, on est là pour gagner de l'argent, hein. On n'est pas là pour faire autre chose. En revanche, on le fait de façon rationnelle, et donc il faut être capable de combiner cette approche un peu gloubi-boulga, c'est formidable les paillettes, on va sauver le monde, avec une démarche rationnelle, professionnelle et surtout économiquement viable derrière. Et j'aime à croire, mais la question est peut-être pas à poser, n'est peut-être pas à me poser à moi, mais plutôt aux gens qui ont pu interagir avec moi. C'est d'essayer de réconcilier les deux. C'est-à-dire que comme on a, en tant qu'investisseur, souvent la chance d'être sursollicité, c'est encore plus le cas aujourd'hui, hein, chez tous mes anciens confrères, amis, ou parfois ennemis, mais investisseurs, il y a tellement de projets, tellement de dossiers que finalement, on a la chance de pouvoir choisir ceux vers lesquels on va privilégier à la fois notre temps et l'investissement. Et de mon côté, je préfère privilégier les projets et les dossiers qui ont ce supplément d'âme en réalité, plutôt qu'une vision un peu trop rationnelle et analytique. Donc j'ai eu la chance, je crois, de rencontrer plutôt des dirigeants qui avaient cette vision-là, ou en tout cas d'avoir eu envie de pousser les projets d'investissement qui avaient ce supplément d'âme. C'est très frustrant d'être investisseur minoritaire parce que, en tout cas pour moi, et avec, pour faire écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure, on agit très peu. On parle beaucoup, on agit peu. Et j'avais par ailleurs probablement un sentiment de, je crois tout à fait réaliste, d'absence de légitimité en conseil d'administration, où on essaye d'accompagner, de prendre des décisions dans l'intérêt social d'organisation, mais auxquelles on n'a jamais été confronté. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais travaillé en entreprise, et en tant que membre d'un conseil d'administration et pas mesurer les conséquences des recommandations que je pouvais avoir, j'avais besoin de passer par cette case un peu opérationnelle finalement et de comprendre ce que ça voulait dire qu'obtenir une AMM, ce que ça voulait dire qu'obtenir un marquage CE, un prix, un remboursement, vendre un produit et être confronté à la réalité du terrain, finalement des dirigeants sur lesquels j'avais misé. Et donc j'ai, de façon un peu surprenante, je pense pour quelques personnes autour de moi à l'époque, dit mais en fait je vais quitter le monde de l'investissement, alors que les gens vont plutôt tendance à vouloir y rentrer, et je vais me mettre côté entrepreneur. Donc ras-le-bol d'avoir de l'argent, d'être bien installé confortablement et d'attendre qu'on vienne me proposer des dossiers. Je vais partir sans argent dans des projets qui sont pas financés et on va essayer de sauver le monde. Et j'ai monté comme ça il y a bientôt 10 ans, hein, puisque c'était... d'ailleurs, ça fait 10 ans, novembre 2015, l'Alliance en disant l'objectif n'est pas finalement d'avoir une activité juste pour faire joli, mais c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis et c'est de se relever les manches aux côtés des dirigeants pour accompagner, améliorer le parcours finalement et les trajectoires des entreprises. Et moi, à titre personnel, c'est de comprendre et de m'approprier finalement cette légitimité qui me faisait défaut en tant que membre de conseil d'administration. À suivre.